Au moins 15 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées dans une nouvelle série d'attaques russes sur Soumy, ville régulièrement frappée par Moscou. Israël a annoncé avoir identifié les corps des 2 otages rendus ce jeudi par le Hamas. En retour, l'État hébreu a rendu 30 dépouilles de Palestiniens. Après le passage dévastateur de l'ouragan Mélissa dans le nord des Caraïbes, les secouristes sont à pied d'œuvre alors que les opérations de nettoyage ont commencé. Les États-Unis limitent à 7500 le nombre de réfugiés accueillis chaque année et accordent la priorité aux Sud-Africains blancs. Au moins 15 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées lors d'une nouvelle série d'attaques menées par la Russie dans plusieurs endroits de la ville de Soumy dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la police régionale. Selon le service d'urgence ukrainien, les frappes ont touché une zone résidentielle et des infrastructures. Les secours ont déclaré avoir évacué 12 résidents d'un immeuble de 9 étages après qu'un incendie se soit déclaré. Наразі невідомо про одну жінку тільки похилого віку, а так без жертв. Тобто на даний час та інформація, яку ми маємо, всі живі. La région de Soumy est limitrophe de la Russie et fait l'objet d'attaques constantes de drones et de missiles. Selon les autorités locales, la Russie a mené 543 attaques utilisant divers types d'armes sur la ville depuis le début de l'année, tuant au moins 72 personnes et en blessant près de 500. Le Hamas a rendu 2 nouvelles dépouilles d'otages ce jeudi qu'Israël a pu identifier comme étant celles de Sarah Barouk et Amiram Cooper, enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. Comme pour les précédents échanges, les 2 corps ont d'abord été remis à la Croix-Rouge avant d'être transportés vers l'Institut national de médecine légale en Israël. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, le mouvement palestinien a rendu les restes de 17 otages sur les 28 qui se trouvaient encore à Gaza au moment de la signature de l'accord. Mais le Hamas affirme que localiser les restes des dépouilles est rendu extrêmement difficile dans un territoire en grande partie détruit par les bombardements israéliens. En échange, Israël a rendu les corps de 30 Palestiniens, a indiqué l'hôpital Nasser ce vendredi, portant à 225 le nombre de dépouilles palestiniennes rendues en 3 semaines. Si ces échanges ont été convenus dans l'accord de cessez-le-feu, les retards successifs du Hamas ont été vus comme une violation de la trêve par Israël, qui a mené de nouvelles frappes meurtrières sur Gaza cette semaine. Mardi, au moins 104 Palestiniens ont été tués. Dans le nord des Caraïbes, le plus puissant ouragan à avoir jamais touché terre n'a laissé que des ruines dans son sillage. Alors que des dizaines de morts ont déjà été recensés, le bilan s'alourdit progressivement. Habitations en ruine, quartiers inondés, communications coupées, l'heure est désormais à l'évaluation des dégâts causés par Mélissa. En Jamaïque, frappée de plein fouet mardi par l'ouragan, les secouristes reçoivent le soutien de l'aide internationale d'urgence, notamment en provenance des États-Unis. Plusieurs vols ont acheminé de l'eau, des médicaments, des produits de première nécessité ou encore des équipes de secouristes spécialement formées pour les recherches dans les décombres. Très touchée, la commune de Black River dans le sud-ouest de l'île a subi d'énormes dégâts. Selon le Premier ministre jamaïcain, 90% des toits y ont été arrachés. À Cuba, où environ 735 000 personnes avaient été évacuées avant le passage de Mélissa, les réparations et le nettoyage sont en cours. Pero con esto, jamás. Al menos yo soy nacida y criada aquí y yo nunca había visto una cosa igual. Lo vi con Sandy, pero no así, pero con esta. Lourdement frappé, bien qu'indirectement touché par l'ouragan, Haïti a enregistré le pire bilan humain avec plusieurs dizaines de morts du fait d'inondations catastrophiques. Aux Bahamas, où les dégâts sont moindres, les inondations devraient rapidement s'atténuer. Selon les scientifiques, la puissance inédite de l'ouragan s'explique par le réchauffement climatique. Les États-Unis limitent à 7500 le nombre de réfugiés accueillis chaque année et accordent la priorité aux Sud-Africains blancs.
L'administration Trump n'a pas justifié sa décision, bien qu'il s'agisse d'une restriction considérable par rapport au plafond de 125 000 fixé l'année dernière sous la présidence démocrate de Joe Biden. Lorsque Donald Trump est entré en fonction, il a suspendu le programme et depuis lors, seuls quelques réfugiés sont arrivés dans le pays, principalement des Sud-Africains blancs. En février, le gouvernement a annoncé le programme destiné aux Afrikaners, affirmant que ces propriétaires terriens blancs sud-africains étaient victimes de discrimination et de violence dans leur propre pays. Donald Trump a d'ailleurs personnellement critiqué le président sud-africain à ce sujet lorsqu'il a reçu Cyril Ramaphosa à Washington en mai. Le même mois, un groupe de 49 Afrikaners ont bénéficié de ce programme pour se rendre aux États-Unis. La décision de l'administration Trump signifie que les personnes fuyant la famine et la guerre dans des pays tels que le Soudan n'ont plus aucune chance de s'installer aux États-Unis. Le roi britannique Charles III a entamé jeudi la procédure visant à déchoir le prince Andrew de ses titres restants et de l'expulser de sa résidence royale. Le palais de Buckingham précise que le frère du roi sera désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor et non plus comme prince. Cette décision fait suite aux révélations sur ses liens avec l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, condamné pour pédocriminalité. Andrew était sur la sellette depuis les accusations de Virginia Giuffre, qui affirme avoir eu des relations sexuelles avec lui lorsqu'elle avait 17 ans. Le prince bientôt déchu a longtemps nié ces accusations, mais a quitté ses fonctions royales en 2019. Après de longues marches, il touche enfin au but. Ces étudiants serbes se sont donné rendez-vous samedi à Novi Sad pour commémorer le drame de l'effondrement du haut-vent de la gare survenu le 1er novembre 2024. Ce drame a causé la mort de 16 personnes et déclenché une vague de manifestations antigouvernementales et anticorruption. À une trentaine de kilomètres de Novi Sad, ces marcheurs se sont arrêtés pour la nuit dans la localité d'India. La mairie leur a fermé l'accès au bâtiment de l'école pour passer la nuit, insuffisant pour doucher leur entrain. Danas u svom gradu izuzetno sam ponosna na ove ljude, na ove mlade ljude, studente i pre svega srednjoškolce koji su redari ovde, koji su pomogli oko svega, ali u isto vreme sam jako žalosna što nam opština nije obezbedila smeštaj za sve ove studente. Les manifestants affirment que la tragédie de Novi Sad est le résultat de la corruption du gouvernement. Si des mois de manifestations ont conduit à la chute du Premier ministre, le président Aleksandar Vučić reste au pouvoir et refuse de convoquer des élections. Aegean Airlines deviendra bientôt la première compagnie aérienne à desservir directement Bagdad depuis l'Europe. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministre grec des Affaires étrangères lors d'une visite en Irak, ajoutant que le premier vol entre Athènes et la capitale irakienne aura lieu le 16 décembre. Le gouvernement grec affirme que cette mesure stimulera considérablement les liens économiques et culturels entre les deux pays. Pour le ministre irakien des Affaires étrangères, cette initiative témoigne de la stabilité que connaît son pays et de sa position croissante sur la scène internationale. Cette annonce intervient alors qu'un important projet de modernisation est en cours à l'aéroport international de Bagdad. Le commissaire européen au budget a salué la reprise économique de la Grèce lors d'une visite officielle à Athènes jeudi. Piotr Serafin mène actuellement une série de consultations dans les États membres. En rencontrant les autorités publiques et les bénéficiaires des fonds européens, le commissaire souhaite analyser l'impact régional du budget de l'UE. Un tour d'Europe qui vise à préparer les investissements considérables que Bruxelles souhaite consacrer à la défense et à la protection des frontières d'ici la fin de la décennie. La Commission a notamment proposé de tripler les effectifs de Frontex, l'agence des gardes-frontières et des gardes-côtes, un domaine dans lequel la Grèce est en première ligne. L'UE souhaite également stimuler la compétitivité et a créé à cette fin un fonds de plus de 400 milliards d'euros dédié à l'innovation. You cannot even imagine how happy I am that today I can say being in Athens, it's good to be in Greece, in a country of economic success. And I know how difficult period Greece went through, but you are a visible proof that structural reforms can really bring back growth and can ultimately guarantee a better future for our people.
Οι διαβουλεύσεις του Επιτρόπου Σεραφίν στην Αθήνα για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και την Παρασκευή, όταν και ο Πολωνός Επίτροπος θα περάσει το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών για συνομιλίες με τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη. Από το Μέγαρο Μαξίμου για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Neuf pays frappent aujourd'hui aux portes de l'UE dans l'espoir de devenir l'un des nouveaux membres. Mais malgré l'élan politique créé après le début de la guerre en Ukraine, le processus est généralement bloqué du côté de Bruxelles. La Macédoine du Nord, depuis 2004, ou l'Albanie, depuis 2009, sont parmi les pays qui attendent depuis le plus longtemps. Une attente bien plus longue que les 10 ans qu'a patienté la Croatie, le dernier pays à avoir rejoint l'Union. La situation politique a rendu les dirigeants européens plus prudents. Becoming member has been also become much more demanding in a way that the countries have to respect a number of rules, ensure rule of law, but also transpose acquis, also meet a number of benchmarks which were not the case in the previous accession. And also the geopolitics has become much more, let's say, difficult to tackle. Mais le principal problème est l'unanimité requise par l'UE pour prendre un grand nombre de ces décisions et la crainte qu'un nombre croissant de membres ne bloque ce dit processus. L'un des moyens de sortir de cette impasse est d'accorder aux nouveaux arrivants une adhésion à l'Union sans droit de veto, mais pour l'instant, les États membres n'ont même pas commencé à discuter de cette option.